Bonjour. Alors la question, elle est simple, la réponse peut-être un petit peu plus longue quand même, puisque la démarche, comme vous l'avez dit, elle a été lancée il y a 3 ans avec une première idée de mémoire. C'était même à Energy Meeting qu'un ministre à l'époque a prononcé l'idée d'un label post-RE 2020. Depuis, il s'est passé pas mal de choses, notamment pour savoir ce qu'on pouvait mettre derrière l'idée d'un label RE 2020, et c'est le plan bâtiment durable qui a lancé une première phase de concertation qui a permis de faire émerger une dynamique commune entre des acteurs, et vous mentionnez le GIE, donc le groupement d'intérêt écologique, qui regroupe l'association HQE, l'Alliance HQE-GBC, le collectif des démarches quartier bâtiment durable et Synergie. Et l'idée, c'est de dire, nous, on porte des démarches, des labels, des certifications qui nous permettent d'aller plus loin que les réglementations. On sait faire, ça fait partie de notre ADN que de construire ce type d'action. Et donc, on a répondu à l'État en mettant sur la table une proposition qui est de dire, faites-nous confiance, faites confiance aux acteurs pour élaborer ce que pourrait être un après RE 2020. Donc la proposition a été formulée maintenant il y a quasiment 2 ans. Depuis, on a eu en avril 2022 une lettre de mission de l'État avec le plan bâtiment durable pour préfigurer ce travail et le lancer. Et c'est maintenant ça qui est imminent. Pourquoi ce temps de préfiguration? Parce que quand on lance une démarche partenariale, multi-acteurs, multi-thématique, on a besoin de se mettre autour de la table, de prendre le temps de construire les choses correctement pour maintenant être en mesure de revenir vers la filière, vers l'ensemble des acteurs et de dire participez, voilà ce qu'on propose, voilà les choses qu'on met sur la table et comment on arrive à avancer ensemble. Ça, c'était la démarche. Peut-être un point derrière, puisque le sujet de la table ronde, on mentionne un label RE 2020. On a un petit peu réfléchi sur cette question de label qui questionnait, peut-être chiffonnait certains acteurs de la filière qui, voyant déjà la RE 2020, les seuils successifs, se disaient bon, c'est sympathique, mais encore un label, toujours aller plus vite, plus loin, ça arrive trop tôt. La question, c'est pas tant un label. Le label, c'est une des manières de pouvoir questionner une performance d'un bâtiment au-delà du réglementaire. Ça peut fonctionner à travers d'autres démarches. Elles sont multiples. Les 3 associations que nous sommes et que j'ai citées, on porte des façons différentes de traiter ce sujet d'exemplarité. Donc l'enjeu, c'est pas tant le label comme objet final, c'est plutôt de réussir à constituer ensemble ce qu'on appelle un peu TECOS entre nous aujourd'hui, un cadre commun de référence, c'est-à-dire un référentiel technique qui soit partagé, qu'on puisse parler des sujets de la même façon. Et c'est surtout ça l'enjeu. Si on veut demain permettre aux maîtres d'ouvrage volontaires d'aller plus loin, aux acteurs de l'innovation et de la recherche de se saisir des thématiques de demain, d'anticiper les 10 prochaines années en matière d'expérimentation, on a besoin de parler le même langage. Et c'est déjà un point de base et une première idée. Et maintenant, on va travailler ensemble à écrire ce langage commun. Merci. Alors, Julien, ce cadre commun de référence, quel est-il? Est-ce qu'il est prêt? Qu'est-ce qu'il contient? Oui, bonjour à toutes et à tous. Pour répondre à la question de est-ce qu'il est prêt, il faut effectivement qu'on soit capable de vous dire un petit peu ce qu'on en attend. Marie vient de le dire, la première chose qu'on en attend déjà, c'est que ce soit une vision vraiment partagée par l'ensemble des acteurs. Être prêt collectivement. Ça, c'est le premier point. C'est pas anodin, parce que on parle aujourd'hui de RE 2020, on commençait à parler de FDES, d'analyse de cycle de vie dans la recherche depuis 10 ou 15 ans. Est-ce que pour autant on était prêt à basculer? C'est autre chose. Et on a vu tout le chemin. Donc, ce que l'on souhaite faire, c'est être prêt collectivement. La deuxième chose, c'est qu'on veut être prêt dans une logique multicritère. C'est très clair pour tout le monde. On ne souhaite pas proposer juste un point d'inflexion sur le carbone ou sur l'énergie. Ce que l'on souhaite, c'est parler de carbone, d'énergie, d'économie circulaire, de biodiversité, d'eau, de qualité des ambiances intérieures. Et c'est tout ça qu'on veut pousser, parce qu'on sait que c'est ça qu'on veut à la fin. On veut plus discuter d'une seule métrique dans un sens. Être prêt, ce sera aussi être prêt dans une logique performantielle, il faut se le redire. C'est fondamental aussi. On vient de le voir à l'instant. On a besoin de solutions et de leviers,
mais on veut les mesurer ou les calculer, idéalement ce serait mesuré, et ça reste important, ça doit guider nos pas. On ne veut plus de vivre tel matériau ou vivre telle solution, ce qu'on veut c'est être capable de mesurer que les bâtiments sont bons. Donc c'est tout ça, répondre, être prêt, et donc ensuite, être prêt ça veut dire quoi? Concrètement, on a des choses sur lesquelles aujourd'hui, je rajoute un dernier point, être prêt c'est avoir expérimenté. Ça, c'est clair aussi pour tout le monde. Être prêt, c'est pas être capable de l'écrire dans un document méthodologique et dire il n'y a plus qu'à. Être prêt, ça veut dire il y a suffisamment de gens qui se sont râpés les genoux pour qu'on puisse dire que la massification peut s'engager. Voilà. Bon, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on est prêt? Sur certains sujets, on a déjà expérimenté, on a déjà une convergence d'opinion sur le fait que c'est vraiment ça qu'il faut faire. Le premier pas dans la bonne direction, c'est ça. Donc à certains endroits, c'est opérationnel. On peut mentionner le coefficient de biotope surfacique harmonisé sur la biodiversité. On considère que ça, c'est opérationnel. Donc ce qu'on peut le mettre à notre menu, on peut le mettre au menu. Ça ne veut pas dire qu'il sera pris dans le menu, mais en tout cas, on peut le mettre au menu. Sur la mesure de performance énergétique, on sait que sur la maison individuelle, on sait faire des mesures de terrain avec une méthode sereine. C'est opérationnel et ça peut être mis au menu également. Donc il y a des endroits où clairement on est opérationnel. Il y a des endroits où on tangente l'opérationnalité. C'est-à-dire qu'on a fait le tour de, quelque part, une sorte de biographie de tout ce qui a été fait, et il y a des choses sur lesquelles on se dit, il ne reste plus grand-chose. Le dernier kilomètre à travailler, et puis on sait faire. Donc ça veut dire le dernier kilomètre en temps, ça veut dire que dans 12 mois, on considérait qu'on pourrait avoir quelque chose à mettre à notre menu. Et puis des choses que l'on mesure un tout petit peu moins mûres, et qui nécessiteraient que les acteurs travaillent un petit peu. Et c'est ça qu'on veut faire aussi, c'est-à-dire être prêt, c'est aussi être capable de dire si c'est ce sujet-là que vous voulez mettre sur la table, alors il faut s'y mettre tout de suite et s'entraîner. Voilà. Merci. Alors Nathalie Chang, vous l'avez entendu, le label n'est plus le point central, enfin c'est un des éléments. Ça tombe bien parce que vous me disiez un label de plus, c'est pas forcément ce dont ont besoin les acteurs. Ce cadre commun de référence, c'est quelque chose que vous attendez, que vous pourrez utiliser ? Oui, tout à fait. C'est quelque chose que nous attendons un petit peu avec impatience, puisqu'effectivement, je rejoins ce que tu disais, Julien, ce qui est important, c'est la finalité. On veut effectivement avoir un label qui réponde aux attentes et surtout qui incite finalement à faire des bâtiments mieux conçus. Parce que finalement, ce qu'il ne faut pas perdre d'esprit, c'est qu'aujourd'hui, si on va très loin en performance énergétique, ça peut être plutôt néfaste en termes de performance carbone. On le voit dans la RE 2020 où trouver le juste équilibre n'est pas évident. Ça peut être aussi très problématique au regard de la qualité d'air intérieur. Enfin, on a plein de sujets qui vont effectivement se croiser et pas forcément aller dans le même sens. Donc, aujourd'hui, on est face à un problème, c'est cette multiplication des labels, des macarons qu'on trouve sur le marché, où on fait des espèces d'empilements de dispositifs qui ne sont pas forcément toujours très compatibles les uns avec les autres. On se retrouve à faire les choix. Et c'est vrai qu'on a besoin d'une lisibilité commune, plus harmonisée, avec aussi des organismes certificateurs différents qui augmentent considérablement aussi les coûts de certification pour les maîtres d'ouvrage. Donc, c'est compliqué à lire pour le futur acquéreur du bâtiment. Et en plus, c'est effectivement compliqué. C'est compliqué aujourd'hui avec le contexte économique d'absorber ces frais supplémentaires. Donc oui, le terrain a besoin d'une démarche uniformisée, cohérente, qui permet d'aller plus loin. Merci. On aura le temps de revenir sur la phase expérimentation, le besoin de... mais avant, Clément Quinault, donc de l'UICB, bonjour. Pour atteindre de bonnes performances, notamment en matière carbone, les constructeurs font appel de plus en plus aux matériaux biosourcés dans la réglementation, elle l'encourage. Quels sont les atouts des biosourcés, du bois en particulier, et dans la course au label, enfin dans le respect des labels, comment se positionne le bois, et puis dans la réglementation en général? Oui, merci. Effectivement, le bois et les biosourcés, ils offrent de nombreux avantages, notamment en termes environnementaux. C'est peut-être le sujet sur lequel le bois et les matériaux biosourcés sont les mieux connus.
Le bois utilisé seul ou avec d'autres matériaux, hein, comme le projet précédent l'a très bien montré d'ailleurs, permet effectivement d'améliorer notamment l'IC construction de par sa faible consommation d'énergie pendant les phases de transformation, mais également de par son fort stockage carbone pendant sa phase de croissance. Hein. Les plantes, hein, je ne vous l'apprends pas, permettent effectivement de stocker du carbone pendant leur croissance. Donc le bois et les biosourcés permettent effectivement d'être un des leviers qui permettent d'atteindre les seuils de la RE 2020 qui vont effectivement se durcir. Et donc, que ce soit les matériaux biosourcés, mais aussi des autres matériaux, doivent travailler à intégrer ces nouvelles solutions, mais également des solutions de consommation, enfin de réduction des consommations d'énergie pendant la phase de production, pour atteindre les seuils de plus en plus restrictifs. En ce qui concerne les labels, la filière bois et les matériaux biosourcés sont des pistes qui permettent d'atteindre ces nouveaux labels. Effectivement, que ce soit le label RE 2020 qui sortira bientôt ou les autres labels, permettent d'anticiper peut-être les seuils et les matériaux bois et biosourcés sont tout à fait là pour vous aider à atteindre ces seuils et à atteindre l'augmentation et le durcissement de ces exigences. Les bois et les biosourcés ont aussi d'autres inconvénients. En tout cas, il faut vraiment le prendre en compte dès le début du projet pour intégrer la contrainte incendie, acoustique et l'ensemble des contraintes qui ont été soulevées notamment par Madame Zhang tout à l'heure et avoir ce levier d'impact carbone et d'amélioration de l'impact carbone en prenant en compte l'ensemble des contraintes liées à l'utilisation des matériaux bois et biosourcés. Sur la réglementation incendie, justement, il y a des injonctions contradictoires. Oui, tout à fait. Alors, les réglementations incendie actuelles, et ce n'est pas une surprise, devraient probablement évoluer. Et là, c'est le jeu de l'ensemble des acteurs de la construction de faire en sorte que l'on puisse mieux utiliser les matériaux biosourcés et les matériaux bois sans pour autant diminuer le niveau de sécurité des constructions. Il est évident que l'utilisation et la massification de l'utilisation du bois ne doit pas aller à l'encontre de la sécurité des bâtiments. Il convient effectivement de trouver le bon levier pour conserver un bon niveau de sécurité sans pour autant dégrader la performance carbone de ces solutions biosourcées. Merci. Alors Marie-Gracia, on peut revenir sur ce temps d'expérimentation qui va s'ouvrir en fait pour intégrer les contours de la future réglementation et puis pour qu'un retour puisse se faire entre la règle et le terrain. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, tout à fait. La démarche qu'on a aujourd'hui, et c'était une des demandes qu'a eu l'État quand ils nous ont confié cette mission, c'était aussi de préparer l'après RE 2020 et d'accompagner les acteurs tout au long des prochaines années pour expérimenter, tester des choses et savoir ce qu'on sera capable à un moment ou un autre d'intégrer à la réglementation éventuellement. Je dis éventuellement parce que ça ne veut pas dire que tout ce qu'on met sur la table un jour deviendra réglementaire. On fera certainement des erreurs, on ajustera des choses et c'est ça l'enjeu de pouvoir expérimenter, de pouvoir tester. Il y a une première phase, c'est de co-construire. Julien l'a évoqué, il y a un certain nombre de sujets qui sont matures, plus ou moins, certains nécessitent encore un petit peu de travail et ça c'est un travail qu'on veut collectif. Et c'est très important pour nous. Et collectif, au-delà des 3 associations, au-delà du CSTB. C'est bien l'ensemble de la filière, tous ceux qui ont envie de contribuer, de participer, de s'impliquer dans ce projet-là, pour aider à élaborer ce cadre commun de référence, mettre sur la table les différentes thématiques, savoir comment elles fonctionnent entre elles. Et Nathalie l'a évoqué, je pense que c'est quelque chose de très important, de savoir articuler ces différents sujets. Et ensuite, on se lance, on expérimente. L'idée, c'est de se lancer assez rapidement. Peut-être que tout ne sera pas finalisé, mais ce n'est pas grave. On aura des maîtres d'ouvrage qui ont envie de tester rapidement. Des premiers retours d'expérience qui nous feront évoluer. Je parle des 10 prochaines années. Bien sûr qu'on ne va pas rester figé à ce qu'on aura décidé demain matin et point barre dans 10 ans, on verra si ça a marché ou pas. Le but, c'est de tester, d'expérimenter sur des territoires différents parce qu'il peut y avoir des besoins différents, d'ajuster et de venir nourrir petit à petit la filière.
Donc c'est un peu ça le programme de travail qu'on a devant nous. On est en train de finaliser cette phase de préfiguration qui a demandé pas mal de temps, qui a déjà mobilisé un certain nombre de personnes et d'experts pour nous aider à lister les sujets plus ou moins matures, qu'est-ce qu'on peut mettre sur la table. Et puis très prochainement, on va pouvoir se lancer dans le vrai, dans le concret et avancer ensemble sur ce cadre commun. Donc vous êtes en discussion avec l'État en ce moment? Tout à fait, on est en discussion avec l'État qui nous a confié cette mission pour, d'une part, vérifier la cohérence de tout ce qu'on met sur la table au regard de ce qui est existant ou de ce qui est en prévision, puisqu'un certain nombre de sujets sont plus ou moins avancés aujourd'hui d'un point de vue réglementaire, même si on regarde à côté de la RE 2020, il y a d'autres thématiques sur lesquelles il y a des approches réglementaires en cours, donc il y a une question de cohérence. On vérifie que on a bien couvert l'ensemble des sujets en se mettant vraiment dans une vision prospective et ça nous permettra derrière d'avancer et de s'assurer que tout ce travail collectif qu'on aura fait sera bien utile et ne sera pas mis de côté au dernier moment quand se posera la question d'une nouvelle réglementation. Le but, c'est de nourrir la filière, les bâtiments de demain et de s'assurer qu'on aille ensemble vers les bâtiments de demain. Merci. Julien, sur cette phase d'expérimentation, le besoin de retour entre le terrain, la règle, comment la règle peut s'étoffer? Je ne vais pas du tout répondre à ta question, mais je vais dire autre chose. Excusez-moi. Céline Abergel, quand elle s'est présentée, elle dit « petit colibri ». Sur le sujet du réchauffement climatique qui est devant nous, là, on a quand même un truc qu'il faut comprendre, on n'a que des colibris. Pour attendre d'avoir un bombardier d'eau sur le truc, en fait, il n'y en a pas, on n'a que des colibris. Après, le chantier, on le connaît, je vais parler un tout petit peu que de carbone, hein, mais vous avez vu les travaux sur la feuille de route décarbonation du parc. On a 150 millions de tonnes émises aujourd'hui par an. Quand on a sorti la RE 2020, on nous a dit « ouais, on s'occupe encore que du neuf, on est complètement à côté de la plaque ». Ah ben non, il y a 150 millions de tonnes, il y en a 100 millions pour opérer le parc existant, et 50 millions pour fabriquer les produits de construction nécessaires à la rénovation et à la construction neuve. Donc on est pile poil dans la cible. Ces 150 millions de tonnes, il faut les emmener à 100 millions de tonnes à 2030. On est en 2023. Et il faut les emmener à 16 millions de tonnes à 2050. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça veut dire que d'ici 2030, on a un camp d'entraînement bas carbone à faire. Et je pense que dans la construction telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui prend une inflexion bas carbone, on peut faire 100 millions de tonnes en 2030, dans une construction qui ressemble à peu près à celle d'aujourd'hui, avec une dynamique bas carbone. Continuer d'accélérer pour faire de 100 millions de tonnes passer à 16 millions de tonnes, ça se passe avec des bâtiments, des manières de les opérer, de les rénover, qui ne sont pas ce que nous faisons aujourd'hui. Donc les colibris, on ne peut pas les envoyer un à gauche, un à droite, un derrière, et se demander si celui-ci a bien fait parce que son moteur de calcul était plus efficace que l'autre à côté. On n'a plus le choix, en fait. Faire le cap 2030, faire un cadre commun, c'est le minimum pour que chaque colibri puisse se diriger dans la bonne direction. Donc en fait, il ne faut pas trop traîner quand même, hein. C'est ça qu'il faut se dire. Et il n'y a plus la place pour créer 70 approches différentes qui toutes vont dans la bonne direction, presque, mais pas exactement de la même manière. Et donc ça rejoint ce que dit Nathalie sur la multiplication des choses. Qu'il y ait des autocollants, à la limite on peut en discuter, mais que chaque autocollant s'appuie sur la même méthode, ça paraît le minimum. Donc je voulais réinsister sur ce point-là, je n'ai parlé que de carbone, mais on sait tous que les urgences sur les matières premières sont là aussi, qu'en biodiversité il y a des éléments. Donc voilà, ce qui nous attend, c'est quand même une accélération massive de notre manière de changer. On nous a dit ce matin en introduction, il faut qu'on introduise les économies de carbone. C'est vrai que c'est un mot qu'on utilise très peu. Il y a d'autres termes qui vont venir. Voilà. Donc ce cadre-là, il faut qu'on ait en tête. C'est une boussole, il faut que chacun la regarde, la challenge, la dimension collective. Dans les groupes de travail, on a prévu de mobiliser très profondément, quoi. Inscrivez-vous, venez la challenger maintenant. Parce qu'une fois qu'on l'aura gravé dans le marbre, il faudra que chacun puisse se diriger en ce sens. Nathalie Chang. Alors moi, mon point de vue aujourd'hui, ça rejoint tout à fait ce que tu disais, Julien, parce qu'aujourd'hui, on perd un temps monumental à rentrer des données, à jouer à la Game Boy dans différents outils, moteurs de calcul et compagnie
plus ou moins obscure. On perd énormément de temps, effectivement, à cocher des cases dans différents référentiels. En fait, on perd plus de temps dans des trucs administratifs, à aller interroger les organismes certificateurs sur le fait que telle donnée n'est pas du tout applicable, qui nous manque. Et en fait, au lieu de passer vraiment du temps à faire de l'intelligence collective, à brainstormer sur les projets, à vraiment se poser des bonnes questions d'optimisation, de frugalité au sein des bâtiments. Et ça, on le perd justement dans tout ce brouhaha administratif. Et ça, je pense que c'est important, effectivement, qu'on recadre le discours et surtout les actions, et qu'on consacre notre énergie à vraiment faire des projets intelligents, les plus pertinents possibles, et pas de perdre du temps voilà, à faire du cochage administratif. Merci. Clément Quinault sur ce sujet. Oui, je rejoindrai ce qui a été dit, en fait, c'est qu'on doit tous travailler sur l'amélioration de notre bilan carbone. Et ça vaut aussi pour les matériaux biosourcés, ça vaut pour l'ensemble des matériaux de construction. On doit travailler sur la diminution de l'impact de la production de ces matériaux. On doit travailler sur la fin de vie. L'intervenant précédent a parlé de la réutilisation des pierres de taille. Mais effectivement, c'est un sujet. On doit travailler sur comment on peut réutiliser, réemployer, éventuellement recycler les matériaux qui sont utilisés et qui ont été utilisés hier et qui seront utilisés aujourd'hui et demain. Il y a différentes réglementations qui vont nous encourager à le faire, mais on doit aussi, chaque filière doit travailler à cette amélioration et à la diminution de son impact carbone. Et la filière bois et biosourcé n'y échappe pas. On travaille avec d'autres acteurs et d'autres filières pour aider à utiliser le biosourcé, accompagner d'autres matériaux qui ne seraient pas dits biosourcés, pour qu'on puisse justement utiliser des techniques aussi traditionnelles. Il y a la nécessité de travailler aussi sur la diminution de nos dépenses énergétiques, mais aussi l'été. Le confort d'été est un sujet très important qu'on doit aborder. La filière bois et biosourcé se mobilise aussi pour trouver des solutions pour utiliser demain des constructions utilisant moins d'inertie, ou en tout cas moins de recours systématique au plancher béton. Voilà, on travaille tous collectivement pour la diminution des consommations d'énergie et la diminution de l'impact de la production de ces matériaux. Si vous voulez chacun faire un mot de conclusion avant qu'on pose quelques questions ou une réaction. Alors aussi on parle de ce que disait Julien sur le sujet neuf et existant. Je pense qu'il ne faut pas oublier que depuis la première réglementation thermique en 1974, tous les efforts que le neuf fait, il les fait aussi pour le secteur de l'existant. Et ça c'est quand même fondamental, c'est-à-dire que cette RE 2020 qui cadre tous les dépôts de permis de construire, finalement elle va obliger les industriels à révolutionner complètement leur process de fabrication. Et finalement, ce sont des économies qu'on va aussi réaliser, notamment carbone, dans le secteur de la rénovation, où là, c'est un petit peu plus compliqué quand même de cadrer les démarches. Donc toute cette démarche, elle est utile. Le seul mot de conclusion que je peux dire, c'est venez avec nous dans l'aventure. C'est-à-dire que on a déjà un regroupement d'acteurs, mais on a besoin de l'ensemble de la filière. Julien a mentionné les chiffres et l'effort qu'on doit encore faire collectivement, et il n'y a que collectivement qu'on y arrivera. Donc venez avec nous dans cette aventure, ça va être une belle aventure. C'est pas simple, il y a beaucoup de questions qui se posent encore, mais pour autant, je pense que collectivement, on arrivera à trouver les solutions, à trouver la bonne direction et à avancer d'ici 2050. On a le temps de prendre quelques questions sur la table ronde et également sur les deux présentations précédentes.